Voilà. Donc, bien, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve donc à distance hein, pour cette nouvelle séance de l'Université populaire de l'AMC 93. Et notre thème ce soir, dans le cadre du séminaire philosophique que l'on essaie de tenir à plusieurs reprises dans l'année avec Florent, eh bien, notre thème, c'est la formation des enseignants et des éducateurs. Voilà, alors vous voyez, beaucoup de choses à dire sûrement sur la question, puisque déjà, si on n'est pas tous enseignants, on est tous plus ou moins éducateurs, hein, ne serait-ce que de nos enfants. Et puis, si on n'a pas d'enfants, eh ben, on est éducateur de notre voisin quand quelque chose va mal pour lui. On est éducateur, voire de nos parents, lorsqu'il y a des problèmes à traverser. On est aussi éducateur de son prochain au jour le jour, hein, également. Ce n'est pas qu'une question de cadre scolaire. Et puis, les enseignants, au-delà des éducateurs, bien entendu, pas au-delà, mais avec les éducateurs, il y a toute la question de leur formation, hein, que tu connais bien, Florent, hein, plus particulièrement. Bah, tu nous diras peut-être pourquoi, si un peu de suspense. Bon, puis moi aussi, du côté de la formation des adultes, il ne faut pas oublier, éducateurs et enseignants, formateurs d'adultes. Eux, par exemple, bon, ben voilà, elle est formatrice d'adultes et puis elle est passée par un diplôme de formateur de formateur. Donc, vous voyez, il y a de la formation d'enseignants, d'éducateurs et d'enseignants un peu partout. On va essayer de s'entretenir de ça ce soir. Alors, on n'a pas préparé, comme d'habitude, de timing précis pour notre intervention respective avec Florent. Mais bon, on va essayer de tenir ça en un quart d'heure, 20 minutes peut-être, parce que le temps a passé pas mal pour nous laisser du temps pour discuter. Là, ensuite, je ne sais pas si tu en es d'accord, Florent, pour que l'on procède ainsi. Euh, Si tu veux, je te laisse la parole en premier, comme là je viens de parler, à moins que ça t'ennuie, auquel cas je le fais, il n'y a pas de problème. Écoute, tu es bien lancé, ce serait dommage de t'arrêter. Voilà. Alors bon, bah écoute, je vais essayer de tenir à peu près 20 minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je ne sais pas du tout, vous voyez, l'intérêt de ces rencontres également, peu avant l'enregistrement, on a parlé de René Barbier, je rappelle que ces rencontres auxquelles on se livre avec Florent, là, à plusieurs reprises dans l'année, en fait, avaient été initiées par René Barbier dans les années 2014, 2015, quelque chose comme ça. Et qu'ensuite, elles se sont arrêtées, bien sûr, avec le décès de René. Et avec Florent, on en a repris globalement l'idée. Voilà. Et déjà à l'époque, avec René, on ne parlait pas avec lui de ce qu'on allait dire le soir même. C'était toujours la surprise. C'était toujours la surprise. On ne savait pas du tout ce qu'allait dire l'autre et comment on allait rebondir. Non, on avait juste le thème de départ, deux ou trois mots-clés, et puis voilà. C'est ce qui faisait un peu l'intérêt de la rencontre aussi, hein. Parce que parfois ça s'emboîtait bien, parfois pas trop. C'était toujours plein de surprises. Alors donc moi je ne sais pas non plus ce que Florent va dire tout à l'heure, euh, mais je vais vous dire ce que j'ai préparé. Et je ne savais pas très bien m'y prendre en plus, parce que c'est vrai que la formation des enseignants, c'est pas ma spécialité, hein, même si je viens jadis des sciences de l'éducation, même si j'ai participé à des séances dans les CIES, les centres d'initiation à l'enseignement supérieur à l'époque, en disant aux maîtres de conférences comment fallait enseigner à l'université. En fait, j'en savais rien. On n'a jamais appris comment enseigner à l'université. Vous voyez, c'est une particularité. On devient maître de conf aujourd'hui, ou même tout simplement encore avant chargé de cours, sans avoir été préparé à la chose, hein. Même pour des TD, hein, j'ai vu un travail d'étudiant il n'y a pas longtemps qui expliquait qu'il est devenu chargé de TD il y a 2 ans, parachuté comme ça, et vas-y, débrouille-toi, oui, sans aucune notion de pédagogie, encore moins de didactique. Enfin, alors, comment dire, je ne sais pas, du coup, si je suis très bien placé pour parler de la formation des enseignants. Mais je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de faire un petit retour en arrière, un petit retour historique comme ça, euh,
Vous savez qu'on n'a pas toujours formé les enseignants, hein. Je me suis posé la question de me dire, tiens, mais dans la Grèce antique, sur l'agora, là, quand il y avait ces petites échoppes dans lesquelles euh, quelqu'un délivrait les lignes, l'apprentissage de quelques lignes à écrire, de quelques lignes à lire, enfin, l'écrire, le compter aussi. Comment il avait été formé, ce gars-là? Et puis un peu plus tard, oui, à peu près synchrone, les druides, vous savez, dans les pays celtes, les druides qui étaient censés enseigner aussi quelques savoirs aux jeunes qui leur arrivaient là auprès de leur caverne. Ben, comment ils avaient été formés, ces druides, à l'enseignement? Alors, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose, hein. On n'en sait pas grand-chose de ce côté-là de l'histoire. C'est vraiment très, très fragmentaire. Et puis après, ben, dans la chrétienté, lorsque les écoles, à la fin de l'Antiquité tardive, les écoles chrétiennes commencent à s'installer, comment étaient formés les enseignants, hein, qui transmettaient aussi à quelques jeunes qu'ils avaient, les lire, écrire, compter, et tout ça se passait par l'intermédiaire des Anciens du Nouveau Testament, etc., bien évidemment, par le travail des copistes aussi, hein, auprès des écoles cathédrales. Et puis on remonte le temps, parce que j'ai dit un quart d'heure, donc il ne faut pas que je déborde trop. Et on en arrive bien vite au 19e siècle. C'est un peu là-dessus que je vais mettre l'accent très très vite. Le 19e siècle, où cette fois, avant même les lois Ferry, vous savez, les lois Ferry, c'est tout à la fin du 19e siècle, hein, c'est les années 1880, 1883, sur les obligations, la gratuité, la laïcité, tout ça, c'est dans ces années-là. Mais auparavant, il existe beaucoup d'écoles, hein, déjà, hein. Il en existe tellement qu'en 1810, on crée en France, à Strasbourg, la première école normale. Aujourd'hui, après, on va parler du UFM. Beaucoup plus tard, on va parler du UFM. Euh, euh, mais la première école normale est créée à Strasbourg en 1810, sur le modèle allemand d'ailleurs, hein, sur le modèle allemand. Et ensuite, on va les voir monter en puissance, ces écoles normales, pour qu'elles atteignent un chiffre très très important bah, dans les années 1880, hein, justement, où là, cette fois, l'école devient obligatoire. Donc, il y a un afflux très massif d'élèves qui auparavant n'étaient pas tous scolarisés, loin de là. Et il y a besoin de fournir en quelque sorte un nombre d'enseignants conséquent, hein, d'un seul coup, avec toutes ces écoles qui s'ouvrent. Et donc là, on arrive à un chiffre de plusieurs centaines d'écoles normales sur le territoire, de garçons et de filles, hein, de garçons et de filles. À l'époque, on va à l'école normale quand on est un jeune futur enseignant, séparé des filles, séparé des filles. Et j'ai lu des témoignages comme quoi, même à la campagne, lorsqu'il s'agit qu'une école normale de garçons croise une file d'élèves filles, eh ben, on ne se croise pas sur le pont. On va attendre que l'une soit passée pour faire passer l'autre, de façon à ce qu'il n'y ait même pas de frôlement. Vous voyez, c'est une époque très, 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 très étrange, hein, très étrange pour nous. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lire quelques témoignages d'élèves de ces écoles normales de l'époque. Voilà, alors j'ai pris ça, vous voyez, c'est un bouquin qui est très connu, hein, de Jacques Ozouf, qui s'appelle Nous, les maîtres d'école, autobiographie d'instituteurs de la belle époque. Alors de la belle époque, mais aussi avant, hein, dès les années 1830, 1840, et puis un peu plus tard. Je me dis que ça pourrait être intéressant de reprendre quelques passages sur l'entrée à l'école normale. Comment ça pouvait être ressenti, cette chose-là? C'est une victoire pour les enfants du peuple que d'entrer à l'école normale, hein. C'était quelque chose, vraiment une promotion sociale très, très importante. Alors, je vous lis quelques petits passages comme ça. L'entrée à l'école normale, c'est le triomphe. Triomphe d'une famille, fière de voir l'un des siens échapper à sa condition. Triomphe de l'instituteur qui, en conseillant cette orientation, avait su voir juste
et souvent triomphe du village tout entier. Triomphe pour le candidat heureux aussi, bien sûr, qui arrive à l'école normale par des chemins détournés et voit, avec l'inscription de son nom sur la liste, fondre l'angoisse qui accompagna la préparation. C'est ce qu'il a fallu travailler dur, dans la peur de décevoir les sacrifices de la famille. Travaille, me dit ma mère lorsque je la quittais. Je puis encore faire l'effort de t'entretenir pendant 1 an. Si tu ne réussis pas, je te placerai comme apprenti boulanger. Voilà, c'était une époque aussi particulière pour la difficulté que ça représentait d'envoyer quelqu'un à l'école aussi. Ça avait un coût. L'école était gratuite, mais ça avait un coût malgré tout parce qu'on se passait de bras également, hein, tout simplement. Alors, les premiers jours d'école, à l'école normale, vous imaginez les ex-IUFM hein, qu'on a connus il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, dans le contexte des années 1880 par là. Les jours d'école eux-mêmes sont riches de tant de nouveautés qu'ils attestent la régénération de l'existence tout entière. Dans les programmes de ces matières mystérieuses, la psychologie, la pédagogie et les leçons des maîtres jugés prestigieux. Et sur les rayons de la bibliothèque, les livres, Guyot, Le Dantec, Payot, qui dénouent peu à peu les liens coutumiers de la pratique religieuse, sinon du sentiment religieux. C'était aussi un temps où, avec ces écoles normales, cette formation des enseignants, des instituteurs, on essayait de se dégager de l'emprise des écoles chrétiennes. C'était aussi une époque de vif affrontement de ce côté-là. Alors, je me suis dit aussi que ce serait intéressant de lire, peut-être à tes étudiants aujourd'hui, Florent, je ne sais pas, une journée à cette école normale pour la formation des étudiants de l'époque, en fait. Hein. Réveil par cloche à 5 heures le matin, 5 heures le matin, heure scolaire. Quelques minutes d'ablution, puis études jusqu'à 7 heures. Petit déjeuner à 7 heures, puis jusqu'à 8 heures, récréation. À ce moment, chacun de nous était chargé d'une tâche plus ou moins absorbante, désignée d'avance pour 1 an. 2 points, balayage des couloirs, entretien d'une salle de cours. Les jours de classe, de 8 heures à midi, cours d'1 heure chacun, coupés à 10 heures de quelques minutes de liberté. À midi, déjeuner, puis récréation jusqu'à 1 heure. 2 fois par semaine, on devait, sous surveillance, descendre, nettoyer, puis remonter nos chaussures. De 13 heures à 16 heures, cours. De 16 heures à 17 heures, récréation. On nous donnait un morceau de pain et nous pouvions faire un goûter léger avec nos provisions personnelles. Mais 2 fois par semaine, cette heure était consacrée aux cours de gymnastique. De 17 heures à 19 heures, études. De 19 heures à 20 heures, repas du soir et récréation. De 20 heures à 21 heures, études. Coucher à 21 heures, repos mérité et attendu. Et on recommence à 5 heures le lendemain matin. Bon, c'était l'origine des écoles normales pour devenir enseignant à l'époque. Hein. C'était pas de tout repos, mais c'était aussi dans un contexte où la République avait vraiment l'impression de devoir, et je pense que c'est en partie vrai, de devoir former une élite pour asseoir vraiment les lois républicaines en fait qui allaient en découler. Hein. Voilà, ça c'était pour faire juste un petit retour. Alors, il ne faut pas oublier Jacotot durant ce 19e siècle, Jacotot dans les années 1830, hein, qui prétendait qu'il n'y avait pas besoin d'enseignant, en fait, alors qu'il était enseignant lui-même, avec sa méthode d'enseignement universel, la méthode universelle. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'enseignant, en fait. En fait, il suffit en quelque sorte de faire répéter à l'élève. C'était beaucoup basé, l'enseignement universel, sur la répétition. Hein, sur la répétition. Et comme ça, on apprenait beaucoup de choses. Effectivement, c'est pas faux. Hein, si on répète sans cesse le même poème, on va finir par le savoir.
il y a des chances. Bon, on l'oubliera peut-être assez rapidement, mais enfin, disons, pour le jour de l'examen, peut-être on le saura, hein, quelque chose comme ça. Et avec l'idée aussi que n'importe qui peut enseigner à n'importe qui sans connaître les sujets qu'il enseigne. Hein, alors ça, ce serait un peu le contre-modèle des écoles normales, vous voyez. Et Jacotot, avec cette méthode universelle, l'enseignement, a eu un grand succès, hein, pendant quelques années, avant d'être largement oublié, avant d'être réveillé par Jacques Rancière, hein, dans les années 1987, bien après, où Rancière voyait dans la méthode universelle de Jacotot une façon de gagner en émancipation, en quelque sorte, pour les élèves. Alors, j'ai lu deux critiques de Rancière là-dessus, récemment, dans un colloque sur l'autodidaxie, euh, où une intervenante dit il y a quand même un défaut pour Rancière en 87, c'est qu'il y a bien longtemps que le modèle d'école qu'il décrit, comme abrutisseur pour les élèves, comme uniquement basé sur de la répétition, il y a bien longtemps que ce modèle il n'existe plus, qu'on est passé à autre chose. Et puis, deuxième critique assez féroce de l'intervenante, c'est de dire oui, mais il n'y a jamais de femmes dans son système. Il n'y a pas de femmes, on n'en parle pas. Et c'est vrai que dans les écrits de Jacotot, quand il est en Belgique et qu'il fonde sa méthode pédagogique, on ne voit pas de femmes passer. Ouais, c'est un peu étonnant, quoi. Depuis, l'école est devenue mixte, bien évidemment. Et voilà. Alors, je voulais signaler ça. Et puis, pour terminer, parce que là, je sens que je prends beaucoup de temps, je voulais vous parler aussi parce qu'il faut s'impliquer un peu, de mon absence de formation, hein, pour devenir enseignant. Donc, j'y ai fait allusion très rapidement tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas pour faire de la pub pour ça, hein, c'est juste parce que ça m'a permis de remémorer beaucoup de choses. J'ai publié un journal de maîtres de conférences débutants, mais qui remonte à 1999, hein, ce n'est pas un journal récent, hein, où j'essayais à l'époque d'expliquer au jour le jour eh bien, comment je me débrouillais pour construire mes cours. Vous voyez, comment je me débrouillais pour trouver l'attitude qui me semblait pédagogiquement la plus juste, la plus pertinente avec les étudiants qui voulaient bien venir dans mes cours. Euh, et je me suis aperçu que, en relisant ce journal 20 ans après, avant de le publier, un peu plus de 20 ans même, eh bien qu'effectivement, il y a quand même quelque chose, une pièce manquante terrible dans l'enseignement supérieur. Alors, je crois que maintenant, pour les nouveaux maîtres de conférence, tu me diras, Florent, je ne sais pas, il y a quelques heures quand même, un petit bagage de quelques heures qui est donné, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est véritablement respecté, dans quelle mesure il est utilisé et comment, hein. Euh, tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis devenu moi-même intervenant dans les CIES, qui n'existent plus aujourd'hui, hein, Centre d'initiation à l'enseignement supérieur, ça devait être dans les années 2003, 2004, quelque chose comme ça, je n'avais aucune consigne dans ce que je devais donner comme initiation aux futurs, au thésard ou au docteur déjà futurs maîtres de conf potentiellement. J'avais aucune consigne, je ne savais absolument pas ce que je devais leur dire. Oui, c'était très très étrange comme dispositif qui était vraiment dans la non-directivité absolue, hein. Vous voyez, j'ai tendance à faire une différence entre la non-directivité absolue et puis la directivité totale, quoi. Il y a sûrement un curseur à passer entre les deux, quoi. Et donc, bah, comment j'ai appris mon métier de maître de conférence, et je n'ai jamais su si je l'exerçais bien d'ailleurs du côté de la pédagogie, je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup appris grâce à une formation que j'avais vécue avant, dont j'ai déjà parlé à l'instant, qui était le BUFA. Alors, le diplôme universitaire de formateur d'adultes a un dispositif qui existait à Paris 8, mais c'est un diplôme qu'on trouve ailleurs en France, hein. Je sais pas, il y a une dizaine de BUFA en France maintenant. Il faudrait faire le point, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'ensuite, si j'avais réussi en partie à survivre dans le monde de la pédagogie universitaire, c'était grâce au BUFA.
qui ne formait pas à la pédagogie universitaire, puisqu'il formait à la formation des adultes. Oui, sauf que dans ce DUFA, on voit, et peut-être Eudes, tu pourras, ou même Françoise, bien sûr, me contredire, ou pas, on voit défiler devant soi de très très nombreux intervenants, par dizaines, dont une bonne partie sont des universitaires, sont maîtres de conf, chargés de cours ou professeurs. Et j'avoue que d'en avoir vu passer autant dans cette formation, m'a donné à voir un tas de styles pédagogiques vraiment très, très différents, très, très différents les uns des autres. Et ensuite, et comment dire, il y en a qui me séduisaient, il y avait des styles pédagogiques qui me séduisaient beaucoup. Je me disais, oui, voilà, là, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, parce que ça diffère vraiment de ce que j'ai pu connaître dans mon école de jadis, hein, où j'étais très, très mauvais élève avec des instituteurs, encore, on disait encore instituteurs à l'époque, euh, ne me convenaient pas, enfin, n'ont jamais su éveiller chez moi ce qu'ils auraient pu peut-être éveiller hein, comme intérêt pour l'apprentissage. Et donc là, je trouvais, vous voyez, une espèce de panel absolument extraordinaire d'enseignants du supérieur qui passaient devant moi. Donc certains me séduisaient, d'autres au contraire agissaient vraiment comme une espèce de repoussoir. Surtout pas ça, jamais, jamais je ne ferai ça, si jamais l'occasion m'en est donnée, surtout pas ça, etc. Et je ne me rendais pas compte, en suivant cette formation du DUFA, que j'étais en train de me faire ma formation d'enseignant universitaire. Je ne l'ai constaté qu'après, lorsque j'étais en situation et lorsque, par exemple, j'étais en difficulté avec des étudiants. Il y a toujours un moment où on est en difficulté parce que tel étudiant vous pose des questions difficiles, a un comportement un peu bizarre, ou la situation du groupe prend telle ou telle configuration non désirable, enfin, que sais-je. Enfin. Je me suis rendu compte que dans ces conditions, que dans ces situations-là, d'enseignement supérieur, bah, c'était souvent les exemples que j'avais eus devant moi, d'enseignants qui, dans le BUFA, qui eux-mêmes étaient confrontés de la part du groupe auquel j'appartenais à des difficultés aussi, du même ordre parfois, et bien que j'arrivais, quelques années plus tard, à m'en tirer dans la peau du maître de conf. Parce que les images qui étaient les leurs dans ces moments difficiles m'en revenaient. Et la façon dont ils s'en tiraient, dont ils s'en étaient tirés, eh bien, m'avait enseigné. En fait, m'avait véritablement enseigné. Alors, non seulement pour ses attitudes vraiment pédagogiques, mais aussi pour les constructions intellectuelles, euh, dans l'instant, ici et maintenant. Vous voyez, on arrive toujours dans un cours. Alors, moi, je concevais mes cours ainsi. À l'époque, je les préparais beaucoup à l'avance. Je les préparais beaucoup à l'avance. Il m'arrivait même de les dire comme au théâtre. Vous voyez, voilà, j'ai mon texte écrit, je le dis, je saurai le dire ensuite lorsque le moment arrivera. Et bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a toujours les étudiants en retard, on est soi-même en retard, il y a des questions qui détricotent complètement ce que l'on a prévu. Mais en tout cas, l'exemple qu'avait pendant le BUFA, que me donnaient plutôt les enseignants dans leur construction intellectuelle dans l'instant, lorsqu'ils étaient acculés à devoir penser dans l'instant, et non pas sortir un discours tout fait, mais penser dans l'instant, et bien ça m'était extrêmement utile par la suite d'un point de vue presque clinique. Vous voyez, je me suis rendu compte que j'étais capable, mais tout le monde en est capable. Il suffit d'avoir vu autant d'enseignants devant soi, et puis voilà, on en sera capable, il n'y a pas de mystère, que j'étais capable de faire des associations d'idées, de concepts, de notions, euh, qui me permettaient vraiment d'éclairer sous de nouveaux jours pour mieux donner à voir à l'étudiant ce que j'avais envie de lui dire, de lui faire saisir. Alors, à l'étudiant ou aux étudiants, hein, on va dire, voilà. Et je me suis rendu compte, donc, en reprenant ce journal que j'évoquais tout à l'heure, que si je n'avais pas eu ces exemples du DUFA quelques années auparavant, vous voyez, je ne sais absolument pas dans quel état je serais sorti de mes premiers cours. J'ai vraiment, vraiment, vraiment des doutes. Hein. Alors peut-être je m'en serais tiré quand même, je ne sais pas.
Mais comme ça ne m'est pas arrivé et que ça m'est arrivé uniquement en ayant eu ces exemples-là auparavant, j'en déduis que cet enseignement par l'exemple, en fait, hein, sur le plan pédagogique, m'a été extrêmement précieux. Et il m'a été précieux par des choses que m'ont apporté le Dufart sur le plan existentiel aussi. Il n'y a pas uniquement cette exemplification de différents modèles, il y a aussi toute la dimension existentielle du Dufart qui m'a permis de résister en quelque sorte, mais comme une résistance électrique, hein, pas une résistance avec un fusil, mais une résistance électrique qui produit quelque chose. Vous voyez, cette dimension existentielle qui fait un peu la relation pédagogique. La relation pédagogique, elle vaut à la maternelle, mais elle vaut aussi en formation d'adulte et elle vaut aussi à l'université, hein, bien entendu. Et je pense que même elle vaut aussi en ligne. Elle vaut aussi en ligne. Alors, selon des modalités très différentes, extrêmement différentes, encore à travailler et à inventer, mais elle existe. Et donc, cette dimension existentielle de la relation, elle avait été beaucoup travaillée dans le DUFA, dans tous les DUFA que j'ai pu voir ensuite, lorsque j'y intervenais moi-même ensuite. Et ça a été d'un secours absolument essentiel dans la clinique de l'enseignement supérieur. Alors, quand je dis clinique, ben, ce sont ces situations, vous voyez, où vous ne pouvez plus répondre simplement en vous abritant derrière Fichte ou en vous abritant derrière, je sais pas, Hannah Arendt qu'on a cité tout à l'heure ou n'importe qui d'autre. Où cette fois, vous devez vraiment vous-même vous mettre en jeu. Vous voyez. Et parfois, ça va loin en fonction des cours que l'on a fait. Moi, je faisais des cours sur l'auto-formation existentielle, par exemple. Alors, effectivement, c'est un peu donner des armes contre soi, en quelque sorte. Mais inévitablement, on se met en jeu soi-même, quoi, fortement. Et à nouveau, et j'en terminerai là, sans cette formation antérieure, donc de formateur d'adultes, et pas d'enseignement du supérieur, d'enseignant du supérieur, vous voyez. Et principalement, cette formation de formateur d'adultes, là, celle-ci, pas une autre. Il y en a beaucoup qui n'intègrent pas aussi fort cette dimension existentielle, voire spirituelle, vous voyez. Et bien, je crois que je ne m'en serais pas sorti très bien non plus. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais tricoté, mais j'en reste là. Merci. Merci Christian, c'est passionnant de t'écouter, je trouve. Alors, je tenais absolument à ce que tu t'exprimes le premier, parce que quand on avait préparé un peu notre méthodologie, alors on ne part pas de rien et de zéro, hein, comme tu semblais le dire tout à l'heure avec René quand vous faisiez votre audio. J'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, on s'était dit que tu commencerais, puis que je rebondirais un peu après, comme un kangourou, peut-être pour raisonner, hein, comme nous faisons ou avons fait, dans ton cas, le même métier, et raisonner à très peu… c'est encore une expression de René Barbier, ça, hein, raisonner plutôt que réagir. Alors, je vais faire en deux parties. Je vais raisonner, compléter, ajouter des choses, répondre à certaines des… Parce que tu procèdes beaucoup aussi par maïeutique, hein, tu nous fais réfléchir, on marche avec toi et tu nous lances des pistes de réflexion. Et puis après, tu m'as quand même beaucoup intrigué ce soir et j'aurai quelques petites questions que j'aimerais complémentaires te poser en lien également avec mes propres pratiques et voir si on raisonne également de… Alors, ça va être un peu décousu, mais ça va être comme la trame de ton discours dans le filigrane du papier. Alors, on aura peut-être l'impression de revisiter un peu ce qui s'est passé, mais en le regardant différemment de l'intérieur ou d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé comment tu as introduit notre thématique de ce soir, avec notamment cette expression de l'éducation des éducateurs. C'est un échange qu'on avait déjà eu dans nos soirées précédentes, où qui éduquera les éducateurs était une question de Marx, tu nous avais dit, reprise ensuite par Krishnamurti, et c'est vraiment intéressant par rapport à ta conclusion sur l'apparition de la dimension existentielle, voire spirituelle, après le bon matérialisme historique, hein,
un des fondateurs du communisme, repris plus tard par le père de l'émancipation spirituelle, se pose cette même question et de voir cette évolution dans le temps. Alors, tu as présenté aussi les liens entre enseignement et éducation, avec ces exemples qu'effectivement, l'éducation déborde du strict cadre des normes et des instances de formation, et qu'on est soi-même éduqué, éduquant, parfois les deux en même temps, tout au long de notre vie. Et j'avais envie d'ajouter du coup peut-être deux autres catégories après enseignants et éducateurs, celle de soignants. Bon, alors là, on fait un très gros saut au niveau de la formation. Je crois que moi, les étudiants qui quittent le système éducatif, j'en reparlerai un peu plus tard, disent « j'y reviendrai lorsque dans la formation, il y aura des psychologues qui accompagneront chacun des futurs enseignants ». Donc, on en est loin quand on voit l'état des psychologues scolaires et de leur implantation. Et puis peut-être également la notion d'accompagnant, pour ne pas dire coach, mais qui me semble montrer toutes ces dimensions, enseigner, éduquer, soigner, accompagner, la complexité d'un métier que Freud déclarait impossible à côté de deux autres qui étaient de soigner justement et de gouverner. Voilà, éduquer, soigner, gouverner, trois métiers impossibles pour Freud. Alors, effectivement, depuis quelque temps, donc je change de sujet, les jeunes recrutés maîtres de conférences ont droit, au moins leur première année, à quelques heures de formation à la pédagogie universitaire. Alors, c'est arrivé bien après que moi-même je sois rentré dans le métier, et donc je ne sais pas concrètement comment ça se passe, mais je vois pas dans les fiches de poste, mais enfin dans les comptes rendus, que dans les prévisionnels de service, il y a une case qui s'appelle effectivement entrer dans le métier ou quelque chose comme ça. Je serais très curieux et à l'occasion, j'irai voir un petit peu comment ça se passe. Alors, nous, en tant qu'enseignants plus anciens, l'institution, et là je vais parler pour la mienne, Sorbonne Université, nous propose très régulièrement des séminaires, des capsules vidéo liées à la pédagogie universitaire. Alors, je n'en ai pas suivi parce que le temps me manque, mais via les lettres internes, nous sommes régulièrement conviés à rejoindre. Alors, c'est très souvent axé sur les usages du numérique, mais probablement pas seulement, et peut-être pas non plus uniquement dans leurs aspects les plus restrictifs. Donc, je pense que quelqu'un, un jeune nommé ou moins jeune d'ailleurs, a peut-être maintenant, et probablement grâce justement aux outils numériques, beaucoup plus de facilité, s'il le souhaite ou bien statutairement, à être formé et non pas lâché directement dans la fosse au lion sur une estrade devant 300 fauves. Et dans l'absolu, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut voir bien sûr la réalité derrière, de ce qui se passe sur ce type de dispositif. J'ai beaucoup apprécié aussi tes rappels à Ferry, et aux hussards noirs de la République, comme on les a appelés, pour venir justement entériner la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, où la République craignait peut-être un nouveau concordat ou je ne sais pas quoi. Mais effectivement, c'était une période de forte bataille, tu l'as rappelé, et je pense qu'on peut vraiment dire ça comme ça. Et cet emploi du temps, je te remercie beaucoup de nous l'avoir lu, m'a fait songer aux ordres monastiques. Et c'est vrai qu'on entrait en éducation comme on pouvait entrer en religion. Et on pouvait même parler d'un sacerdoce, je pense, éducatif, et peut-être les enfants étant les ouailles sous la férule de leur maître. Et tout ça m'a renvoyé au discours de Ferry quand il voyageait dans le Sud, et puis les autres qui l'ont accompagné, notamment Buisson. Buisson que j'aime beaucoup parce que quand on lit ses textes, on voit vraiment la dimension d'une spiritualité laïque sous-jacente qui met vraiment le point sur le développement spirituel de l'être humain en dehors de toute forme de récupération ou plutôt en totale émancipation par rapport à la présence de l'Église dans la vie de tous les jours et politique et ses inférences avec le politique
à cette période. Et puis à rappeler aussi peut-être que la forme scolaire actuelle, qui n'a quasiment pas changé depuis 1883, à savoir on enseigne par des enfants de même classe d'âge, au même rythme, les mêmes contenus, même si c'est un peu moins vrai, comme tu nous l'as dit au travers de ce colloque où tu étais récemment. Et oui, heureusement que maintenant il y a de la différenciation, heureusement qu'il y a des plans de travail personnalisés, mais d'où est-ce que c'est venu tout ça? Est-ce que ce n'est pas venu justement par ce fantastique mouvement de l'école nouvelle fondé dans les années 1920-23, mais lui-même s'appuyant sur tout un tas, heureusement, de prémices comme l'école de Rambouillet ou d'autres qu'on retrouve bien avant, avec plus ou moins de facilité et de déboire. Et donc, je reviens à la forme scolaire. Celle-ci s'est imposée en opposition. Elle a pris le pas sur une autre forme d'enseignement à l'époque qui s'appelait l'école communale. Donc, je crois que c'est Anne Quérien qui a fait un bouquin assez passionnant là-dessus, l'école communale, un total autre modèle éducatif qui, lui, confiait à un maître d'école des dizaines et des dizaines, voire parfois des centaines d'enfants. Et donc, on était là typiquement dans l'école caserne, c'est-à-dire organisé avec des capitaines, des chefs de rang, des groupes de 10, l'enseignant faisant la leçon au chef qui allait la faire au caporal, qui eux-mêmes ensuite le faisaient à l'ensemble de la ribambelle, à coups de sifflet, probablement à coups de baguette, par contre, avec des résultats, notamment dans l'acquisition de la lecture, où c'était plié en 6 mois. Alors ça, si évidemment, il faudrait croiser et vérifier, mais l'efficacité en termes d'acquisition, c'est un petit peu comme Jacotot et la répétition dont tu nous as parlé ensuite, l'apprentissage bête et méchant permettait, alors à l'époque, ce n'était pas le lire, compter, écrire, c'était le lire, calculer, et c'est intéressant de voir le glissement sémantique entre calculer et compter, puis écrire. Et donc, l'école communale, qui était quand même vraiment l'école caserne par excellence, obtenait, en tout cas pour ses apprentissages fondamentaux, apparemment des résultats où là, maintenant, il faut 3 ans avec le système actuel. Et c'est intéressant de voir que quelqu'un, comme son nom m'échappe, mais qui a travaillé sur la neuropédagogie, qui avait le cycle à maternelle des enfants, ancienne institutrice, elle arrive grâce à Montessori, et on en revient aux écoles nouvelles, à rentrer dans l'acquisition de la lecture dès l'âge de 3 ans, avec les lettres écrites au feutre sur lesquelles l'enfant va pouvoir suivre le contour et faire des phonèmes. Jacotot, Rancière, Le Maître ignorant, ouvrage fabuleux également s'il en est, qui illustre bien que n'importe qui peut presque enseigner n'importe quoi. Après, il faut bien sûr affiner tout un tas de choses. J'ai une de mes collègues là cet après-midi qui me disait par exemple que les pédagogies, on va dire alternatives, fonctionnent très mal avec les enfants issus des milieux populaires et beaucoup mieux avec ceux des classes moyennes et aisées. Alors, est-ce que l'accompagnement familial suite à l'école n'est pas le même, etc. Je n'ai pas les détails, mais comme toujours, il faut voir les circonstances, les attendus, les prérequis surtout, etc. etc. Maintenant, je vais compléter, un peu moins rebondir, mais compléter parce que tu as arrêté la formation à peu près vers l'époque des IPES, qui étaient ces instituts dédiés plutôt aux enseignants du secondaire. Et si tu me permets, je vais poursuivre ta chronologie à partir de 91 et la création des IUFM. Ça ne va pas être très long, je vais juste en tirer les grands traits et peut-être les points tendanciels vers lesquels ça nous mène et les conséquences. Alors, 91, création des INSPE, avec l'idée justement d'enrichir une formation professionnelle beaucoup orientée sur les pratiques de terrain, par des pairs de terrain en faisant rentrer le supérieur et la réflexion. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, il était question de disciplines bizarres comme la psychologie, le travail coopératif, tu as fait une liste un peu comme ça, et donc de rentrer peut-être justement dans la compréhension d'autres
pédagogie. Pour moi, le summum étant bien sûr l'écoute sensible et transversale sous toutes ces dérivés de René Barbier, dont nous ne sortons jamais, bien sûr, de son aura. Alors, il faut voir qu'aux alentours des années 2010 et des différents gouvernements Sarkozy, s'opère une suite de réformes dans la formation des enseignants. J'ai noté de mémoire 2010, 2014, 2017, 2020, où après avec un peu de cosmétique à chaque fois, mais quand même des signes forts, au moins d'un point de vue symbolique et idéologique, avec à minima le changement des appellations. Lorsque les IUFM deviennent INSPE vers 2010, quand en 2017, à peu près, elles deviennent le contraire, SP, INSPE, et là, depuis cette rentrée 2020, nous gardons le nom, mais nous avons un changement des maquettes. Alors, je vais parler au moins pour Paris, mais je pense que c'est valable pour la bonne trentaine d'INSPE qu'on retrouve dans chacune de nos académies, de nos régions, avec en point commun une dégradation des conditions de formation largement relayée et dénoncée par les instances syndicales. Je vous donne juste deux exemples qui me concernent directement. Samedi dernier matin, donc déjà on peut noter que c'est un cours le samedi, j'avais une formation pour des Master 1, donc des Bac plus 4 en TIS, en technologie éducative. C'est un TD en visioconférence d'1h30 avec 140 inscrits. Et en plus, avec une trame qui est donnée dans le cadre de la maquette, qui, si je dois la suivre, va largement faire 2h30 d'activité, alors qu'on a 1h30 de temps. Donc, inutile de vous dire que, évidemment, dans des situations pareilles, j'ai même deux collègues qui ont refusé, alors que l'année précédente, la même formation, on avait des groupes de 12 étudiants sur 27 heures. Donc là, on est passé en tout distanciel, rien dans les salles de TIS, moitié asynchrone, c'est-à-dire ils se débrouillent pour faire la moitié du programme, et l'autre moitié, c'est par groupe de 140 avec un tuteur, je ne sais même pas comment on s'appelle, dans des conditions pareilles. Donc, on voit bien avant, après la réforme de 2020 pour les Master 1 TIS, par rapport à ça. Le deuxième exemple, avec des Master 2, cette fois, toujours en TIS, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Ce sont des TD dans le tronc commun de formation où nous avons des salles prévues pour recevoir 15 personnes et nous avons 36 inscrits. Ce qui veut dire que même physiquement, on ne peut pas les faire rentrer, si vous voulez. Et puis, s'ils peuvent rentrer, eh bien, il n'y en a même pas la moitié qui peut toucher individuellement un ordinateur. Et ça, la dernière liste de présence, elle nous a envoyé la veille, bien sûr, en disant « Ah, ben tiens, il y a plein de nouveaux inscrits envoyés par l'Académie. » Donc, moi, ce que j'ai fait 2 fois consécutivement, j'ai mobilisé un amphi qui, heureusement, était disponible parce que j'ai considéré que si la jauge maximale est à 15, c'est aussi pour des questions de sécurité et d'évacuation des salles, que personne ne se retrouve coincé en cas d'incendie, de mouvement de panique, etc. Et que nous n'avons jamais réussi à obtenir une réponse claire de la direction depuis 3-4 ans qu'on pose la question, qui est la date à laquelle on nous a mis des jauges. Avant, il n'y avait pas de jauge, on faisait rentrer comme ça. Qui est responsable si la jauge est dépassée et qu'il y a un drame? Est-ce que c'est lui qui a pris sur lui de faire rentrer des étudiants alors qu'il savait qu'il était au-dessus de la jauge? On n'a jamais eu de réponse claire de l'administration. Et donc, moi, j'ai dit aux étudiants, écoutez, je ne prends pas le risque de vous mettre en danger. J'ai pu avoir un amphi, mais on voit bien que cette solution qui peut fonctionner individuellement n'est pas multipliable par le nombre de collègues qui étaient le même jour engagés en même temps que moi avec des salles de TIS. Et pour moi, ça me repose toujours cette question. Être assez débrouillard pour se sortir soi-même, mais que le reste des collègues n'y arrivent pas,
me pose un vrai problème d'exercice déontologique dans la profession. Ça, c'est pour le côté des enseignants, mais du côté des futurs enseignants, nos étudiants actuels, les conditions se dégradent également. Avant, ils étaient professeurs, étudiants stagiaires, donc payés comme fonctionnaires et titularisés au bout de leur Master 2. Et maintenant, ils basculent dans le régime un peu plus général de l'alternance, dont l'administration nous dit grand bien, mais dont au niveau des finances, ils passent quand même d'indemnités dans les 1 400 € à 650 € pour vivre à Paris pendant un mois. C'est même pas le prix d'un loyer décent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, on arrive directement avec ma conclusion sur l'évolution de la formation des enseignants et plus généralement des éducateurs. C'est la souffrance au travail. Cette souffrance au travail, donc justement, la MGEN vient de faire paraître son enquête quadriennale ou quinquennale, la dernière datée de 2017, il me semble, sur l'état de santé des personnels enseignants et alliés à l'éducation. Et on voit que la souffrance au travail est le maître mot qui s'est développé de façon exponentielle depuis toutes ces détériorations successives que j'ai rapidement résumées et qui, très concrètement, montre que nous avons des démissions d'étudiants en cours de formation à des taux jamais vus, des démissions de titulaires, néo-titulaires ou même déjà des collègues depuis longtemps dans le métier, et dans les pires des cas, évidemment des crimes. On peut presque saluer les 1 an de la fin de Samuel Paty et d'observer, comme c'est curieux, qu'il y a 1 an, tous les enseignants étaient des héros et que maintenant, ils sont presque tous des salauds si on en croit la presse de droite avec le wokisme, le YEL, toutes les ordures qui leur sont jetées à la tête. Mais faut-il s'en étonner lorsqu'on s'aperçoit que nos soignants, qui eux aussi étaient des héros il y a 1 an, sont devenus des salauds dès lors qu'ils refusent de se soumettre à une pseudo-vaccination d'un pseudo-vaccin. Donc, alors, avant de déraper trop, les étudiants font bien la différence entre leur situation de travail. Je vois avec beaucoup de bonheur qu'ils sont assez ouverts aux pédagogies dites alternatives, mais ils ne les connaissent pas. Lorsque j'établis avec eux des règles de vie de groupe, pas un n'avait eu l'idée de les faire avec leur classe. Lorsque je pratique avec eux la technique du quoi de neuf, pas un ne sait de quoi il en retourne. Et je pourrais multiplier ainsi les exemples. Et le pire, c'est que lorsque j'autorise la parole et la critique positive, comme tu le disais tout à l'heure, Christian, non seulement je me mets en jeu, mais je me fais mettre en joue parce que j'en prends plein la tête en tant que représentant institué de l'institution. Et c'est là où l'alternative, comme les 4 accords Toltec, ne rien prendre personnellement notamment, m'est d'un grand secours. Voilà les petites résonances qui me sont venues en t'écoutant. J'espère que ce n'était pas trop long ni trop barbant. Et pour terminer et ouvrir peut-être notre échange, les petites questions que j'ai notées, auxquelles je suis particulièrement sensible. Tu nous as dit qu'à un moment, tu as fait une prise de conscience que tout ce que tu avais fait dans le DUFA te servait quand tu es devenu maître de conférence. Et je vais te dire les questions, comme ça tu auras toute la liberté d'y répondre ou pas dans l'ordre que tu veux, etc. Donc, ce serait intéressant parce que du coup, moi, maintenant, avec mes étudiants, je parie beaucoup sur la métacognition, c'est-à-dire la réflexion de l'action pour dégager une intention et un projet en accord avec l'intention. Et pour ça, il faut faire des prises de conscience. Et notamment, bien sûr, la forme scolaire, bien sûr, les profils apprenants, mais aussi la forme du prof. Il y a plusieurs formes de prof et on découvre quel type de prof on est lorsqu'on est capable de prendre du recul pour s'analyser soi-même. Donc, comment s'est faite cette prise de conscience chez toi ? Après, tu as parlé à un moment de la préparation des cours. Alors, je suis très admiratif quand je t'entends dire que dans ton gueuloir, tu disais tes cours avant de les proférer à tes étudiants. Je trouve ça absolument génial. Je n'ai jamais été aussi loin. Et je voudrais savoir, sur la fin de ta pratique professionnelle, est-ce que tu étais toujours dans cet état de disposition ou bien est-ce que, comme moi maintenant,
moi, quand je vais en cours, je suis comme toi et René avant, j'ai quasiment rien. Je fais mon plan de cours dans le métro ou je le fais la veille sur mon calendrier électronique. Ça tient en 10 lignes et je vais faire mes 2 à 3 heures de cours à partir de ces étapes que j'organise, qui ressemblent un peu à une pédagogie de l'improvisation que Pestalozzi a théorisé dès la Révolution française. C'est quand même assez ancien. Et qui nécessite certainement un prérequis quand même de quelques années de bouteille et d'expérience. Mais comment on passe du trop au presque pas assez? Si tu as vécu ça aussi, ça m'intéresserait de savoir. J'ai été aussi beaucoup, maintenant je m'inspire beaucoup d'une des propositions que tu avais fait à l'un de nos séminaires précédents, où tu disais que ce qui peut se jouer dans l'éducation lorsque les étudiants se retrouvent, c'est de vivre une expérience relationnelle éducative et que les contenus eux-mêmes peuvent être, étant numérisés, trouvés ailleurs dans des parcours ou même accessibles dans les bibliothèques numériques et toutes les ressources qu'on a. Et je voulais juste témoigner que maintenant, je fonctionne beaucoup sur cette esquisse que tu nous avais proposée, à savoir, ensemble, on fait du transversal, on apprend à respecter autrui, parce que c'est quand même le quatrième. Voilà peut-être le seul bon truc de la réforme de 2017, c'est ça. C'est d'être passé du lire, écrire, compter que j'ai mentionné au quatrième attendu de institutionnel de l'école primaire, qui est rédigé en ces termes, respecter autrui. Donc on passe du procédural au transversal. Ça vraiment, c'est une révolution. Et le S4C, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, doit avoir autant de poids dans la conduite enseignante que les programmes, parce que ce sont 2 textes normatifs de l'exercice professionnel, les programmes, et depuis 2002-2004 à peu près, le socle commun qui s'est régulièrement enrichi, commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc, profitez d'être ensemble pour vivre par rapport au socle et d'apprendre à distance le didactique, le contenu, le disciplinaire. Et terminer avec ce par quoi j'avais commencé, effectivement, comment on glisse du matérialisme à l'existentiel jusqu'au spirituel, puisqu'il en était question dans nos échanges tout à l'heure. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, évidemment, tu es parfaitement libre. Alors, remets ton micro, s'il te plaît. Oui, parce que là, je suis tellement impressionné que j'en oublie, j'en oublie le micro, ouais. Bah, écoute, ça va être difficile de te répondre parce qu'il faut qu'on laisse aussi la parole après un peu à tout le monde, mais quand même, pour pas m'enfuir non plus, peut-être un peu dans le désordre, tu m'excuseras, mais peut-être tu as, un peu terminé là, ton intervention par ça. Pour moi, c'est fini. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, tout au moins, on est sur un point de bascule civilisationnel, quoi. C'est l'impression que j'ai. Euh, je crois que le numérique et Internet, pas seulement le numérique, mais Internet qui en est étroitement dépendant, bouscule des choses d'une façon dont on n'a pas encore conscience. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, je vois actuellement, je retravaille sur l'autodidaxie, par exemple, pour un bouquin. Mais je vois le temps que j'avais mis à l'époque pour faire ma recherche, il y a 30 ans, pour ma thèse sur l'autodidaxie, le temps que je mettais pour trouver des détails bibliographiques, des textes, des livres. euh, Quand je vois la facilité déconcertante avec laquelle je les trouve aujourd'hui, je suis fou de rage par rapport à toutes les heures de travail que j'ai mis là-dedans, alors que maintenant c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, indéniablement. Et j'ai l'impression que la plupart des connaissances, disons, livresques, livresques au moins. Bon, quand je faisais un cours et que j'évoquais Durkheim, que je présentais l'approche de Durkheim de l'éducation, mais aussi de l'histoire de l'éducation, il n'y a plus besoin de moi pour le faire. Il n'y a plus besoin de moi. Les grandes dates de l'éducation, etc., l'étudiant va les trouver tout seul, d'une façon déconcertante, et plus vite que moi, et devant moi, avec son écran ouvert en plus, s'il le veut. Donc là, j'ai l'impression que tout ce qui surchargeait l'éducation, véritablement, du point de vue de l'enseignement, aujourd'hui, ou très bientôt, disons, quand la totalité de la bibliothèque du Congrès, grosso modo, ou de la bibliothèque de France
la très grande bibliothèque sera numérisée, et ça ne va pas tarder. Il y a vraiment tout un pan de l'enseignement qui va tomber. Si on ajoute à ça non seulement que les textes seront disponibles, mais les tutoriels qui vont avec. Bien sûr, la vidéo. Hein, quand je donnais un cours sur Durkheim, admettons, en sociologie de l'éducation, voilà, ça se ressemblait quand même d'un cours sur l'autre. Vous voyez ce que je délivrais comme information aux étudiants. Surtout si je les avais appris par cœur. Donc, comment dire, je ne sers plus à grand-chose. Il suffit de me filmer. Et si je dis des choses intéressantes, ça pourrait être dupliqué à des milliers de fois. Et en plus, ça ne reviendra pas cher. Enfin, il y a un coût à Internet aussi. Il y a aussi l'enfer Internet, c'est-à-dire tout ce que ça coûte en CO2 et tout cela. Mais quand même, à mon avis, ça doit coûter un peu moins que d'ouvrir des millions de mètres carrés et de mètres cubes d'université qu'il faut chauffer et qu'il faut entretenir, tout ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que quelque chose va être bouleversé dans dans les décennies à venir et qu'on ne s'en rend pas encore tout à fait compte. Et ça nous donnerait l'occasion extraordinaire de modifier complètement le travail de la relation plus que pédagogique, mais éducative. C'est-à-dire, moi, je me verrais très bien construire un diplôme, par exemple, enfin, je me serais vu, enfin, plus maintenant, je suis trop vieux, mais jadis, construire une licence, je ne sais quoi, sur la recherche en éducation et sur le futur métier d'éducateur ou d'enseignant, avec la moitié au moins en ligne, oui, au moins la moitié en ligne, pour tout ce que j'ai dit là auparavant, comme savoir bibliographique, le savoir froid en quelque sorte, hein, vous voyez, le savoir en boîte. Et les 50 autres pourcents, mais c'est à la louche, hein, eh bien, on vit des situations ensemble. On vit des situations ensemble compliquées. Je ne sais pas, on part marcher, on part en montagne, on part en bateau, on s'engueule sur le bateau, ça va mal, il faut traverser une tempête, j'en rajoute peut-être un peu, hein. Mais ensuite, on réfléchit ensemble à ce que l'on a vécu d'éducation. Comment a vécu notre groupe face à ces éléments-là difficiles, de la marche, de la montagne, de la mer? Comment on s'est comporté? Comment on a respecté l'autre? Comment on a méprisé l'autre? Comment on a haï l'autre? Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on a aimé l'autre aussi, éventuellement, hein? Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça d'un point de vue de réflexivité éducative? Et là, bon, ça serait des champs absolument incroyables qui s'ouvriraient, y compris d'ailleurs pour la formation des maîtres de conf, mais pas seulement. Alors donc, j'ai l'impression vraiment qu'on est on est sur un basculement civilisationnel dont on n'a pas encore entièrement conscience, hein. Voilà. Alors, l'apprentissage auquel tu faisais allusion, est-ce que j'en suis sorti un jour? Non. Aujourd'hui, quand je dois donner une conférence, et j'en sortirai jamais, aujourd'hui, quand je dois donner une conférence, je la prépare, je l'écris. Je l'écris. Alors bon, c'est quand même un peu plus détendu qu'à l'époque, hein. Je suis en retraite depuis longtemps, mais j'aime bien écrire les choses parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que l'écriture me permet de creuser des idées parce que ça va tout simplement plus lentement que l'oral. Ouais. Et puis à l'oral, vous voyez, là en ce moment, je n'ai pas le temps de m'arrêter, quoi. Je ne peux pas vous dire, bon, attendez, je continue dans un quart d'heure, c'est pas possible. Je réfléchis pendant un quart d'heure et je reviens. C'est pas possible. Quand on est à l'oral, il faut y aller, quoi. Tandis que dans l'écriture, vous voyez, le raisonnement peut se creuser, des sources qu'on n'avait pas convoquées tout de suite peuvent arriver sur le tard. Et puis surtout, je peux repasser. Je peux repasser sur mon écriture. À l'oral, une fois que c'est passé, c'est fini. Et, alors que là, bon, alors moi, c'est important toujours de travailler ce que je vais dire par écrit. Et j'ai l'habitude, quand je fais une conférence dans le lieu, dans le cadre de l'EducPop, euh, je fais mon show à l'oral, quoi, pour dire comme ça, parce qu'il y a une dimension ludique aussi, hein, narcissique et ludique, hein, dans cette affaire-là. Ce serait vraiment à travailler d'ailleurs avec certains profs, ça. Mais en plus, je leur donne le texte. Je leur donne le texte et je leur dis maintenant, voilà, vous avez l'oral et vous avez le texte. Et comme ça, les visiteurs de votre site, si ça a été filmé, eh ben, ils peuvent comparer les deux s'ils le veulent et faire les compléments que j'aurais pu oublier à l'oral, puisqu'à l'oral, même par du par cœur, on oublie les choses. Donc ça m'apparaît vraiment important et ça me sécurise. Et ça me sécurise. Et d'où ça me vient, ça? Alors, j'en arrive aussi à une de tes questions juste avant. D'où ça me vient? Ben, ça vient d'un geste d'osmose que j'ai découvert a posteriori.
Et ça vient en grande partie, alors non pas de René, il y a autre chose qui me vient de René Barbier, je le dirais, mais ça vient d'un autre prof que René connaissait bien, qui était Jacques Ardoineau. Jacques Ardoineau que j'avais connu dans le DUFA, non pas en tant que professeur, mais en tant que psychodramatiste. Il animait en clair des séances de psychodrame psychanalytique. Et moi, je n'aimais ni le psychodrame, ni la psychanalyse. Enfin, et puis, pas trop Ardoineau. Donc, c'était pas des séances terribles pour moi. Mais bizarrement, j'ai fini par écrire un bouquin sur Ardoineau, beaucoup plus tard, avec lui. Quelque chose à l'époque de ma formation, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. C'était impossible. Parce que je m'étais aperçu que lorsque j'étais en difficulté avec des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'était souvent ces gestes et ces mots qui me revenaient, ces attitudes, même ces attitudes corporelles, même si on ne se ressemblait pas du tout, vous voyez, corporellement. Quoi. Et je me suis aperçu que c'est quasiment en mimant ce que je l'avais vu faire que j'arrivais à me tirer des situations. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Il suffit de regarder Chaplin à la télé, et si on est un peu agile, on va réussir à imiter Charlot. Hein. Vous voyez, c'était un peu de cet ordre-là, mais avec le vocabulaire en plus, puisque Charlot, c'est des films muets. Il y avait aussi le vocabulaire d'Ardoineau, il y avait aussi la vitesse d'élocution, il y avait aussi plein de choses qui me sont vraiment utiles. Et quand j'ai découvert ça, quand après les premières fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, mais il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui se passe? Et je n'étais pas content de moi parce que ce n'était pas un modèle que je révélais à Ardoineau, pas du tout. Pas du tout. Pour son attitude avec les étudiants, avec les étudiantes en particulier, je ne révélerais pas du tout ce modèle-là. Quoi. Et pourtant, c'est ça qui me revenait, étonnamment. Quoi. Alors, il y a eu un phénomène d'osmose. Il y a eu un phénomène d'osmose qui a joué à mon corps défendant, à mon corps défendant. Et avec René, il m'est arrivé une chose très, très étrange. Comme tu le sais, Florent, moi, j'ai jamais été du côté du spirituel, du transdisciplinaire, en grande partie parce que je comprends mal, tu vois, mais j'ai jamais été là-dessus. Et pourtant, quand j'ai eu fini, je crois que c'est ma maîtrise, ouais, la maîtrise où j'ai fait une maîtrise sur les universités populaires, René m'a donné, il ne m'en avait jamais parlé avant, il m'a donné son premier mémoire universitaire qu'il avait rédigé sur, à l'époque, des comités d'entreprise gérés, je crois, par la CGT. Et étonnamment, quand j'ai lu son mémoire de l'époque, j'ai retrouvé les mêmes citations, disons à 80% les mêmes citations que j'avais faites moi dans ma maîtrise, et parfois exactement des mêmes tournures de phrases, de la façon dont écrivait René à cette époque-là, et dont moi, en tant que jeune étudiant, j'écrivais. C'était étonnant, parce qu'à l'époque, René n'écrivait plus comme ça. Mais en tant que jeune étudiant, il écrivait de cette façon-là. Et là aussi, je suppose qu'il y a eu un phénomène d'osmose, en grande partie inconscient, pour moi qui n'aime pas la psychanalyse, c'est vraiment très bien, quoi. Ou pas trop. Et c'est vraiment étonnant, ce genre de choses. Et ça me ramène à Edgar Morin qui, je ne sais plus où, dans un des tomes de la complexité, mais de la méthode, il y en a tellement, où il dit qu'entre lui et un professeur qu'il avait eu, à l'université, il y avait vraiment parfois dans la voix, dans la tournure même de la pensée, un mimétisme assez flagrant quoi, pour lui. Donc voilà, et donc la prise de conscience, tu parlais de prise de conscience, ça s'est fait comme ça, dans un moment à la fois très ambigu, quoi. Très content de m'être tiré de la situation, mais aussi profondément mécontent que la façon dont on soit tiré soit venue en partie d'Ardoineau. C'est pas content, quoi, parce que j'avais l'impression de découvrir en moi des espaces que je ne voulais pas voir. Quoi. Bon, mais en même temps, je continue de penser que j'ai jamais été Ardoineau en cours. Quoi. J'ai jamais cassé des gens, j'ai jamais, tu vois, comme il pouvait le faire. Jamais, c'est pas comme ça. Mais malgré tout, comme on dit, il y avait ça. Alors, et pour l'apprentissage aussi, je termine là-dessus, pour l'apprentissage du cours, j'en ai déjà parlé un peu avant, je me suis rendu compte après quand j'ai fait le bouquin avec Jacques Ardoineau, et ça j'ignorais complètement, que lui aussi avait fait ça quand il était jeune.
quand il a donné ses premiers cours dans l'amphi Durkheim, justement, l'amphi Durkheim à la Sorbonne, il apprenait ses cours par cœur. Par cœur, mais lui, il le faisait en partie pour épater la galerie, quoi. C'est-à-dire que pour dire, voilà, j'arrive à mon cours, je suis les mains dans les poches, et je vais vous sortir un nombre de références absolument au débeauté, que vous allez en être vraiment épaté. Tu vois. Or, il avait tout appris par cœur. Il avait tout appris par cœur. Mais il le sortait avec la théâtralisation qu'il faut pour donner à penser que c'est comment dire, spontané. euh, que c'est spontané. Voilà, bah, vous agitez tout ça, et puis il en sort un style pédagogique, finalement, bah, qui est le tien, Florent, hein, qui est le mien, pas exactement les mêmes. Mais je pense qu'il y a dans tout geste enseignant, quand même, il y a une partie qui rejaillit en nous, de professeurs que l'on n'a plus, qui sont parfois décédés, que l'on a eu peu, parfois, qu'on n'a pas eu souvent, mais qui nous ont profondément marqués. Et c'est un peu mystérieux, l'alchimie que ça fait en nous. Hein. Ça va réveiller des petites choses qu'on ne souhaiterait pas forcément voir, et puis, mais qui sont là quand même. Alors, question subsidiaire, et je terminerai par là. Nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, qu'est-ce qu'on laisse chez les autres? Je ne veux pas dire ce qu'on leur transmet. Est-ce qu'ils connaissent bien la règle de 3 ou est-ce qu'ils connaissent bien Durkheim? Mais de nous-mêmes, qu'est-ce qui va continuer de vivre chez eux? Et ça, bon, il y a des chances pour qu'on ne sache jamais. Et ça fait partie aussi du mystère, du grand mystère de l'éducation. Bon, mais c'est pareil avec mon fils. Hein. C'est pareil aussi à un autre niveau. Voilà. Et ça, on ne le saura jamais. Mais on peut poser l'hypothèse qu'il y a des choses qui passeront. Voilà, voilà, je me tais maintenant, il faut ouvrir. Merci beaucoup, Christian. Un dernier rebond, et puis après, on ouvre. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce que nous avons fait ensemble? C'est exactement la question que j'ai posée à une de mes classes vers 2012, quand j'ai pris cette conscience que enseigner, éduquer, ce n'était pas simplement transmettre des savoirs et des contenus. Et ça a coïncidé avec notre rencontre et la création de l'UCP à l'époque. Donc ce soir, c'est sympa de mettre une petite bougie à bientôt 8-9 ans d'écart de la création de l'UCP autour, pour moi, de cette question. Et tu vois, par un étonnant voyage dans le temps, je rentre en osmose avec tes propres, pour reprendre ce terme, ton propre cheminement. Voilà, ben c'est bon. Si je peux, je voudrais juste rectifier une toute petite chose tout à l'heure là. Dans ce que tu as dit, il ne s'agissait pas des écoles communales, mais des écoles mutuelles. Pardon, On a merci. parlé d'Anne-Carignan, je crois. C'était des écoles mutuelles. Et figurez-vous que ces écoles mutuelles, avec tout ce que tu as très bien décrit, hein, tu sais, avec les élèves qui eux-mêmes transmettent sur les bancs ce qu'a dit le prof, eh ben, il en a existé 1500. Il y avait 1500 écoles mutuelles en 1832. C'est beaucoup, parce que c'était des classes où il pouvait y avoir 300 élèves. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez, donc, et alors, ça a été interdit. Ça a été interdit vers 1845-1850, parce qu'on a préféré le style transmissif habituel. Mais un inspecteur de l'instruction publique, euh, en passant du côté, je ne sais plus dans quel département, enfin peu importe, on a encore trouvé en fonctionnement dans les années 1880, c'est-à-dire 30 ans après l'interdiction. Vous voyez, bon, ça veut dire qu'il y avait un engouement pour ça et puis que ça semblait marcher, oui. Oui. Voilà, C'était je notais. hyper rentable. Tu penses un seul enseignant pour 200-250 enfants, des coûts des bâtiments, de la construction et bien sûr la masse salariale pour revenir maintenant. Donc, merci beaucoup. Oui, oui, c'était l'école mutuelle que je confonds souvent. Oui, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Qui peut sortir. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop assommé nos amis avec à la fois notre biographie, nos questionnements, nos recherches.
vous éduquez aussi, vous, ou avez éduqué, enfin, je ne sais pas, enseigné même sûrement aussi. Oui, oui, moi j'ai éduqué dans le même institut que Florent, d'ailleurs, à Paris, et puis après à Lille. Effectivement, je m'y suis reconnue par rapport à tout ce qui est enseignant. Sauf que peut-être, mais je crois que Florent est intervenu dans les masters documentation aussi, parce que je trouvais que c'était un peu spécifique par rapport aux autres masters. Voilà, ouais, parce qu'on était rentré très vite avec le numérique, donc on avait une autre approche. Peut-être, enfin, on était un peu privilégiés peut-être parce qu'on avait des petits groupes et donc effectivement, on était assez rarement dans une position frontale. On était plutôt dans un accompagnement parce que c'est le concours qui mène les formations en fait, quand même, dans les INSPE, UFM, INSPE, et que donc on s'adaptait par rapport à ça, quoi. Donc c'était peut-être une situation d'enseignement assez privilégiée par rapport à ça. Voilà, mais sans quoi je me suis reconnue dans ce que tu disais par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est important avec les étudiants de vivre des expériences, de faire des travaux, de vivre des expériences. Et maintenant, je suis frappée, enfin j'ai entendu souvent, alors d'ailleurs c'est une question ça peut-être, parler de sensible. Qu'est-ce que tu mets derrière sensible? Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière sensible? C'est une question. Alors, je vais faire une petite précision sur ce que tu viens de dire et je laisserai Christian répondre. Les fameux étudiants qui m'en ont envoyé plein la tête quand j'ai libéré la parole, c'était que des docs. Ah ben c'était ouais. que des étudiants de la filière documentation. Alors, C'est-à-dire? ils sont très soudés parce qu'ils sont très peu nombreux. Vous les encadrez super bien. Ils sont probablement un peu chouchoutés. Et là, eux, ils veulent de la rentabilité. Ils veulent du rentable. Et moi qui les ai mis dans l'expérientiel, ils ont vraiment refusé. Refusé. Et à force de protester, c'est les trois quarts des autres étudiants d'autres filières qui leur ont dit, bon, écoutez, si ça ne vous plaît pas, arrêtez, vous retardez, vous empêchez. Et au point que j'aurais dit, si vous voulez, quittez la salle, vous connaissez les attendus du cours et revenez. Ou... Enfin, voilà, tu vois. Donc, à la fois, mais moi, j'ai trouvé ça super. C'est-à-dire que être capable de s'emparer mais là, par contre, c'était trop agressif de leur part. On voyait qu'il y avait une gestion des émotions qui n'était pas complètement faite, notamment beaucoup un peu de rancœur, de l'impatience, des trucs comme ça. Mais enfin, voilà, c'est des étudiants vivants. Et ça, même si c'est moi, à mon détriment, j'ai trouvé ça bien. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'était cette année. Ça, c'était aujourd'hui et la semaine dernière. Ah ouais, d'accord. Bon, ben ça, je ne savais pas, donc. Peut-être pas la série, parce qu'elle pourrait me les enlever. Ah ouais, donc quand même. D'accord, d'accord. Non, non, c'est vrai que ce sont des étudiants exigeants, mais ils ont l'habitude de travailler en petits groupes. Donc, je pense que ça vient aussi peut-être de là, en fait. Ils ont du mal à s'adapter à un grand groupe. D'être en amphi d'un seul coup à plusieurs. Ils doivent avoir du mal. Ouais, ça doit être ça. Oui. Non, non, parce que tu intervenais, enfin moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus à l'INSPE de Paris, mais tu intervenais dans ma formation. Je n'avais pas souvenir que tu avais vécu des choses comme ça à l'époque, dans le temps. Non, mais c'était avant que je fasse ma propre révolution éducative. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Avant que je rentre dans le sensible. Oui, alors du coup, tu n'as pas répondu à la question du sensible. Ouais, c'est à moi de répondre. Oui, chacun son tour. Ouais. Alors, là, on est dans un milieu où on utilise souvent le terme sensible. Alors, dans un milieu, c'est-à-dire bon, le petit groupe qu'on représente là, mais aussi un peu plus largement, mais parce que ça vient en partie, mais pas entièrement, en partie de l'écoute sensible de René Barbier, encore lui, de l'écoute sensible. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par écoute sensible? Bah, je crois que, mais je ne voudrais pas le trahir non plus, là, je n'ai pas révisé, et donc je n'ai pas préparé mon texte, donc je suis embêté. Et bon, bah, il renvoyait essentiellement au sens. Au sens, pour lui, l'éducation, c'était avant tout une production de sens. Et je dirais, sans jeu de mots, dans les deux sens, c'est-à-dire chez l'étudiant, mais aussi chez le professeur, essayer d'extraire tout le sens possible de la situation éducative.
Mais le sensible, ça renvoie aussi aux différents sens du mot sens. Il y a le sens direction, il y a le sens signification, et puis le sens sensible. Et le sensible, ça ne renvoie pas qu'à l'intellect, ça ne renvoie pas qu'à oui, c'est ça, qu'à l'intellect, qu'à l'abstraction, ça renvoie aussi à notre corps tout entier. Les situations se sentent. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'intellect, même l'intellect, a à voir avec d'autres organes du corps, dont l'intestin, par exemple, hein, où on sait que là, du côté du cerveau, il se passe beaucoup de choses. Et nous sommes des capteurs à pattes, en quelque sorte. Nous sommes des capteurs à pattes qui sommes excessivement réceptifs à tout ce qui se passe dans notre milieu ambiant. La chaleur, le froid, le tactile, toucher l'autre, c'est extrêmement important. Hein. C'est aussi un peu tabou dans l'éducation. Hein. Euh, comment dire, et ça me rappelle tout à fait la métaphore chez Condillac, le philosophe Condillac, hein, avec sa statue qui peu à peu, par l'essence qu'elle va développer, une statue, hein, un marbre, voilà, mais peu à peu, par l'éducation, elle va développer ses sens, elle va commencer à entendre, elle va commencer à voir, elle va commencer à ressentir le vent sur son corps, vous voyez, etc. Et elle va entrer peu à peu en contact avec un monde qui l'éduque. Ben oui, parce que les yeux, c'est peut-être la beauté que l'on va découvrir, mais aussi la laideur. Le son, c'est peut-être ce qui va être agressif, ou au contraire, qui va être mélodieux. Le vent sur la peau, c'est quelque chose qui sera peut-être agréable ou désagréable aussi, etc., etc. Donc le sensible, vous voyez, c'est tout ce bain à la fois de sens, dans toute situation éducative, mais aussi de vie finalement, est rempli. Mais c'est aussi cette façon de percevoir le monde avec nos capteurs, pour faire allusion aux voitures, vous savez, voitures intelligentes qui ont des capteurs de partout pour ressentir leur environnement, quoi. Nous sommes des voitures hyper développées. Enfin, je ne sais pas si René aurait dit ça comme ça, mais possiblement. Il traduisait ça aussi beaucoup par la poésie. Vous voyez, la poésie, la sensibilité de la poésie, dont ne saurait pas rendre compte toutes les sciences humaines du monde. Est-ce que c'est pas aussi se mettre dans une disposition d'accueil Oui. Et de non-jugement dans la situation qu'on traverse? Enfin, en tout cas, moi, je retiens ça de l'écoute sensible du DUFA. Ouais. C'est tout à coup un peu laisser tomber toutes les préventions et le réflexe du jugement qu'on pourrait avoir sur l'autre. Oui, 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 tout à fait. Oui, il y a ça aussi, oui, je n'ai pas dit, mais on peut très bien le rajouter. Mais à cet endroit-là, le psychosociologue qu'il y avait chez René, aussi, qu'on avait tendance à oublier sur la fin de son parcours, le psychosociologue ne niait pas et au contraire était plutôt favorable au conflit. C'est-à-dire, Oui. on est dans l'accueil, oui, on est dans l'accueil, mais si une situation de conflit se produit et que l'éducateur doit y aller, ben, il y va. Oui, Il non, va non, au conflit. Tu oui. vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Non, non, je pensais à un moment particulier qu'on vit dans le DUFA où chaque semaine, oui, il y a un moment comme ça d'écoute sensible où là, c'est plutôt travailler un peu oui, l'accueil, je ne vois pas d'autres mots. Parce que ces séances, moi, je les ai animées avec René pendant des années. Les séances de régulation, hein, c'est sa régulation, écoute sensible, régulation, où se réglaient un peu toutes les problématiques du groupe, en fait. Oui, oui, aussi, c'est vrai, c'est Oui, vrai. Ouais. y compris des problématiques institutionnelles et organisationnelles, hein, au-delà de l'existentiel. Et Oui, c'est souvent, juste. ça pouvait être tendu, hein, ça pouvait Ouais. être tendu. C'était un peu comme un conseil d'enfant pour revenir aux différentes pédagogies participatives, mais là, Ouais. de grands enfants, probablement au DUFA. Et Yolande, pour te répondre, c'est amusant, dans l'article que je viens de mettre à votre disposition, je le lis juste. Pour proposer des apprentissages pratiques au service de ce qu'ils appellent l'homo-complexus, Barbier suit une approche qu'il nomme transversale et qui débouche sur une écoute sensible, titre d'un de ses ouvrages de 1997,
à partir de laquelle, tu vas me dire si je me trompe, Christian, ou pas, historiquement, à partir de laquelle il élaborera avec ses collègues de Paris 8 et avec le Collège coopératif de Paris des pratiques de recherche-action existentielle qui donneront notamment lieu à la création de l'Université coopérative de Paris en 2014. Est-ce que j'ai fait des raccourcis ou est-ce que c'est à peu près correct? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la recherche-action existentielle avait été théorisée bien avant le compagnonnage, avant le collège coopératif. Ah oui, c'est bien antérieur. Oui, c'est bien antérieur. Ouais. Mais effectivement, ça a été repris lorsque le DIFA a migré vers le collège coopératif. Oui, tout à fait. Oui. Je ferai un petit repentir dans le texte final. C'est pas bien grave. Moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. Je suis très touchée d'être là ce soir, du coup, hein, grâce à Gigi. Donc, après 20 ans, depuis 20 ans, enfin voilà, oui, c'est ça, j'ai dû faire mon DUFA vers 35 ans, donc j'en ai 20 de plus. Et dans votre phrase, Christian Verrier, de qu'est-ce que vous retiendrez de ce qu'on a fait ensemble? C'est intéressant, du coup, parce que moi, je dirais que c'est l'autorisation, en fait. C'est-à-dire que du coup, moi, cette formation, moi, je suis assistante sociale au départ, et cette formation, elle m'a autorisée en fait, dans tout ce qui est autour du rapport au savoir. Et donc, j'ai un souvenir extraordinaire des témoignages, en fait, notamment du vôtre, qui parlait de votre arrivée aussi au DUFA, donc avec la SNCF, etc. Et alors, moi, ça m'a complètement détendue. Enfin, je veux dire, c'est tout un processus, hein, bien sûr, mais je veux dire, j'ai des vraies personnes en face de moi, quoi. C'est pas seulement des universitaires avec beaucoup de savoir où je serais jamais à la hauteur, en fait. Hein. C'était vraiment l'idée de pouvoir s'autoriser aussi à être là, à s'identifier et qu'en fait, c'est possible. Voilà. Et notamment, je me souviens que moi, j'avais fait le travail en fait de fin du fac, j'avais appelé ça le journal d'un escargot, en fait, hein, autour du processus d'apprendre. Et apprendre permettrait de s'en sortir. Donc, voilà, moi je me suis beaucoup appuyée là-dessus, en fait, dans tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, où j'ai été aussi... Après, voilà, j'ai fait des rencontres, hein, Roselyne Rofiama, que j'ai retrouvée au CNAM et qui m'a formée au récit de vie. Après, du coup, j'étais enseignante avec elle. Enfin, voilà. Puis après, aussi en tant que maître de conf associé, bon, je ne suis plus aujourd'hui, mais je continue à travailler sur les récits de vie. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui était autour de la créativité, enfin, toute cette équipe, ouais, comme vous disiez tout à l'heure, avec plein de styles différents et du coup, qui permettaient de réfléchir à qu'est-ce qui nous touchait, qu'est-ce qui était épouvantable en fait dans l'autre, quel style on pouvait être ou pas, quoi. Mais le mot principal, c'était, oui, identification, autorisation, et puis formation, voilà, et puis que le savoir, enfin, voilà, que l'expérience est un savoir et de passer par l'expérience. Et ça, effectivement, dans le rapport au savoir, ça permet après vraiment quand on a un souci avec l'école au départ, ouais, de pouvoir y aller, effectivement, après, d'avoir un style que les étudiants nous renvoient dans la construction d'une posture et de fabriquer quelque chose ensemble. Voilà, il n'y a pas un savoir descendant, en fait. Hein. On le fait ensemble, en fait. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. Hein. Parce que... ouais, et après, c'est vrai que j'ai du DUFA, moi, ça m'a ouvert plein de portes parce qu'après, j'ai donc continué avec Rosine Orofiama et puis avec Roland Gaulk qui animait les ateliers d'écriture à Paris 8. Et après, j'ai fait la formation. Enfin, on a passé 20 ans. Je continue d'ailleurs à animer des ateliers d'écriture à la mode Cyclope, hein, mon directif, Rogers, etc. Quoi, voilà, ouais. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en direct, c'est rigolo, hein, vous posiez la question parce que finalement, il y a un petit témoignage en direct là. Ah, merci, merci. Bon, vous avez vu l'heure, on va peut-être terminer sur ces mots. Oui. Alors, vous pourrez retrouver l'enregistrement, hein, je vous communiquerai le lien. Et puis la prochaine séance avec Florence sur un thème que j'ignore pour l'instant, on le définira plus tard, ce sera le 2 février, je crois. Bon. La prochaine séance sous cette forme, hein, j'entends. Il y aura une séance de l'UP, des séances de l'UP avant,
Mais avec Florent, on se retrouve sur un thème lié à l'éducation, hein, de toute façon. Peut-être je t'avais suggéré éventuellement les libertés universitaires, tu te souviens? Je ne sais pas si ça te motive beaucoup. Tu peux répéter, j'ai mal entendu, ça a décroché le son. Pardon, les libertés en enseignement, comme par exemple la liberté pédagogique, les libertés universitaires, je ne sais pas si ça te motive beaucoup. C'est assez dans la lignée du sujet de ce soir, puisqu'elles sont tellement attaquées. C'est une suggestion. Oui, 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 je suis d'accord. OK. Ben, on prendra ça comme thème. Bon, parfait. Toujours à 19h le 2. Ah, ça sera toujours à 19h, oui, oui. Et écoute, si les conditions le permettent, peut-être sur place à Bobigny, à suivre? Alors Des oui, oui, nouvelles? oui, oui. Pour l'instant, je ne peux pas répondre. Bon, oui, de toute On façon, verra c'est comment ça va se passer. On verra comment ça va Ah se oui, passer avec oui, la oui. séance de décembre et puis celle de janvier, quoi. On verra comment ça se positionne. Et en plus, avec le Covid qui semble revenir et tout, là, il y a des incertitudes, hein. Oui, 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 tout à fait. Peut-être juste donner la parole à Jackson pour clore, comme on ne l'a pas beaucoup entendu. il est penché. Et en plus, on te voit un petit air penché avant de se dire au revoir. Euh, Tu veux, hein? non, non, mais bon, je veux dire, moi, je suis, par rapport à vous, complètement largué dans tout ce que vous me dites. Tu es encore J'entends là maintenant, alors, du coup. complètement, je veux dire, vous parlez de plein de gens que vous avez lus, philosophie, pas philosophie, mais moi, je suis pas là-dedans. Moi, je vous écoute. Moi, c'est vrai que j'ai fait un petit peu d'enseignement d'initiation gestuelle. Moi, c'est pratique, mais c'est trop intellectuel pour moi, tout ce que vous dites. Je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau. J'entends ce que vous dites, mais il y a plein de choses qui me parviennent pas parce que je n'ai pas, j'ai pas j'ai pas comment dire ça, le savoir, je sais pas comment dire ça, les bases de ce que vous dites. Je suis pas là-dedans, moi. Je suis très très loin de tout ça, moi. Je comprends, je comprends. Oui, j'entends, c'est intéressant, mais je sais pas quoi en dire. Je sais pas quoi en dire. C'est trop puissant pour moi. C'est trop intellectuel peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, ça c'est bien. Ouais. C'est intéressant. Ce que j'en retire, j'en sais rien, mais c'est une expérience d'écoute de gens brillants qui parlent, où je suis incapable de faire la même chose. Ça me passionne. J'aurais bien aimé pouvoir débattre, être un débatteur ou quelqu'un qui parle comme vous naturellement en public, machin. Ça, c'est des choses que je ne sais pas faire parce que j'ai pas appris, parce que j'ai pas votre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je pouvais en dire. Mais, tu sais, Jackson, Ça me va. et là vraiment pour finir, parce qu'il faut qu'on coupe, quoi. On est dans un cadre d'éducation populaire, hein. On est dans un cadre d'éducation populaire, c'est-à-dire que bon, là, on parle ensemble parce qu'on se connaît en plus, on se connaît tous plus ou moins, on est passé par l'université, on ne s'est pas forcément croisés, mais c'est des parcours un peu qui se ressemblent, quoi. Mais on n'est pas brillant. Enfin, moi, je le considère vraiment pas comme étant brillant. Alors là, vraiment pas, quoi. Euh, et puis, ce que tu dis aussi, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais moi, je suis pareil. Quand je tombe sur, je sais pas, sur une expo d'art, sur une pièce de théâtre, par exemple, à laquelle je comprends rien, je comprends rien du tout. Il y a des pièces de théâtre, je suis complètement largué. Moi aussi, des films également, des livres, des bouquins auxquels je comprends rien du tout. Euh, mais je me dis comme toi, je me dis comme toi, j'ai pas tout saisi, j'ai pas tout compris ce que voulait me dire le metteur en scène ou le comédien, je sais pas, mais peut-être qu'il y a un petit truc qui va me rester, quoi. Peut-être qu'il y a un petit truc qui va me rester, et que de ce petit truc, il sortira un truc que je ne soupçonne pas, que j'en sais rien. Peut-être rien, mais peut-être quelque chose. Voilà. Et on ne sait pas, quoi. Puis on verra bien. Alors, ce que je retiendrai quand même une dernière chose,
Ouais. C'est ce que tu as dit au début, c'est que malgré tous vos savoirs, votre intellectualisme et votre façon d'enseigner, c'est vrai qu'actuellement, qu'on voit quelle éducation, c'est pas quand même terrible sur un plan humain, Ouais. sur un plan voilà, c'est catastrophique même. Il y aura plein de choses à revoir, je sais pas comment, mais c'est vrai que c'est assez cata. Du côté de l'institution, hein, surtout, parce que Oui, les oui, enseignants, eux, ils font ce qu'ils peuvent Ouais, avec ouais, ce non, mais qu'ils ont, et puis voilà. Quand même, je absolument, défends. Ouais. absolument, je suis d'accord avec toi, c'est bien sûr. Et on se demande pourquoi ça bouge pas plus. Mais Voilà. c'est peut-être une autre discussion, ça. On gardera ça comme thème. Tu as raison, elle en fait complètement partie. Hein. Ça, là, ça serait le côté politique des choses, quoi, mais on n'en a pas parlé, mais c'est fondamental. Bah, absolument, C'est absolument. fondamental. Et c'est triste, Ouais. parce qu'on va dans le mur, là. Là, à la BNF, il y avait une journée samedi à laquelle j'ai assisté, chaos dans le curriculum. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous y est allé. Non. Voilà, donc en fait, c'était intéressant parce que c'était quand même assez critique, hein, de ce qui se fait actuellement. Voilà. Mais en même temps, dans la salle et même sur les estrades, il y avait beaucoup d'inspecteurs qui donc sont plutôt à la retraite maintenant, mais qui ont quand même participé à toute cette mise en forme des réformes successives qui sont succédées et qui ont plus ou moins amené à ça, puisque comme tu le disais, Florent, ça n'a pas beaucoup changé quand même. Enfin, l'IUFM, ça a changé, les conditions matérielles, mais en même temps, les programmes et les masters ont peu évolué ou parfois à la marge, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est bien d'être critique, mais quand on a participé soi-même à toutes les réformes qui sont succédées, je trouvais. Mais cela dit, c'est intéressant, hein, donc ça va continuer. Je vous invite à y aller, puisqu'il y avait une clôture de la journée par un journaliste qui a un peu recadré tout ça, qui était une personne qui a apporté Je peux vous envoyer d'ailleurs, si vous voulez, l'enregistrement de l'après-midi, parce que je n'ai pas enregistré le matin, mais l'après-midi, j'ai enregistré pour des copines qui partaient. Et je trouvais que c'était intéressant la clôture du journal, enfin, ce qui a été dit par le journaliste. Voilà. D'accord. Merci à Bien, bah, Bon, oui. on va se Du dire coup, au on revoir. a débordé, pardon. Et Merci à vous. Au revoir et bonne puis soirée. à Ah, bientôt. je peux Salut les amis. peut-être du coup, à qui je peux envoyer mon adresse mail du coup pour être dans votre liste peut-être, parce que là du coup c'est Gigi qui m'a envoyé le Bah, lien. Christian, tu fais ça très bien. Ouais, bah, tu m'envoies un mail. Ouais, d'accord. Tu as mon Ok. mail? Ben, il doit être marqué dans la liste, non? Oui, 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 tout à fait. Voilà. C'est Donc, je vais Christian Verrier, attaché, @aol.com. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Merci. À Merci. bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci, au revoir.